En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Cette petite phrase, vous et moi l'avons sans doute beaucoup entendue. S'il n'y a pas de preuve qu'un certain Astérix ait existé à cette époque, et croyez-moi, j'en suis le premier déçu, cela peut nous faire poser une petite question. À la période de la conquête romaine, la Gaule était-elle uniquement peuplée de tout petits villages isolés? Bien évidemment, dire que c'est le cas, ça serait passer à côté d'un très gros morceau de l'archéologie proto-historique. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Archéocliché. Aujourd'hui, nous allons partir en Gaule et nous allons parler des Oppidas. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo, il convient de faire un tout petit point sur certains éléments. Durant cet épisode, je vais à plusieurs reprises évoquer les Gaulois. Je vais utiliser ce mot par commodité, mais il est bon de savoir à quoi cela fait allusion. Les Gaulois, c'est le nom que les auteurs antiques ont donné aux peuples rencontrés lors de leur voyage en Gaule. Cependant, avec ce mot, on peut avoir l'impression de peuples unis. Or, ce n'est absolument pas le cas. La Gaule est alors occupée par une véritable mosaïque de peuples. Ces populations ont bien des points communs, mais elles n'en restent pas moins différentes et absolument pas unifiées. Tous ces peuples ont des spécificités et entrent régulièrement en conflit les uns contre les autres. Durant la conquête romaine, certains étaient même des alliés de Rome. Bref, on préfère en général utiliser le terme de peuple celte, c'est d'ailleurs le nom que eux-mêmes se donnaient. Gardez donc cela à l'esprit tout du long de la vidéo. Je ferai peut-être une vidéo un jour plus longue sur le sujet, mais en l'occurrence, ça devrait suffire. Concernant l'époque qui va nous intéresser, c'est la fin de la protohistoire. Pour rappel, la protohistoire concerne les peuples qui ne disposent pas de l'écriture, mais qui ont été contemporains de civilisations qui, elles, la possédaient et qui les ont décrits. C'est le cas des Celtes, qui ont été visités à plusieurs reprises par les Grecs et les Romains, qui eux avaient bien entendu l'écriture. D'un point de vue chronologique, on admet généralement que c'est l'âge des métaux, à savoir la période allant de 1800 à 25 avant notre ère. La protohistoire est traditionnellement divisée en l'âge du bronze et l'âge du fer. Dans cette vidéo, c'est la fin de l'âge du fer qui va nous intéresser, à savoir la période dite de l'Athènes. Maintenant que ces quelques précisions sont faites, nous allons pouvoir rentrer dans le centre du sujet. Nous allons donc parler des Oppidas. Mais au fait, qu'est-ce que c'est? Oppidum, c'est le terme latin utilisé par Jules César dans son livre sur la guerre des Gaules pour parler des agglomérations fortifiées gauloises qu'il a rencontrées pendant la conquête. Ce mot pourrait en gros se traduire par ville. Le général romain semble considérer qu'il s'agit de sortes de capitales de régions fortifiées. Les archéologues, quant à eux, ont bien entendu tenté de donner une définition plus précise, car, en effet, ce type de site est plutôt bien connu par l'archéologie. En reprenant les différentes définitions données par les archéologues, on peut conclure qu'un oppidum, c'est donc un site fortifié de la fin de la période de l'Athènes. Il peut être situé en plaine ou en hauteur, et le rempart doit posséder un parement en pierre. Le tracé de ce rempart doit également être continu. Cela doit aussi être un centre urbain, économique, voire administratif. Vous avez actuellement sur votre écran un exemple de ce à quoi ça a pu ressembler. Tous ces petits éléments de définition peuvent sembler un petit peu compliqués, mais rassurez-vous, on va y revenir dans la vidéo. Commençons par le début. Quand et pourquoi se développe ce type de site? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au IIe siècle avant notre ère, le monde celtique n'est pas vraiment dans la meilleure des situations. Au sud, ce sont les Romains qui exercent de plus en plus de poussées, tandis qu'au nord et à l'est, ce sont des peuples germains qui commencent à menacer le monde celte. Au vu de ces premiers éléments de contexte, on peut se rendre compte que ce n'est pas si étonnant que se développent des sites fortifiés. Évidemment, leur origine exacte est encore quelque chose de débattu. Mais une des hypothèses est que cette idée de fonder volontairement une cité fortifiée sans qu'il n'y avait rien avant serait venue des peuples celtes qui s'est trouvé en contact avec le monde romain et les cités grecques de la côte méditerranéenne. Car en effet, il est bon de le rappeler, cela fait déjà un moment que les Grecs étaient apparus au sud de la Gaule. Cependant, il faut bien comprendre qu'il existe déjà depuis l'âge du bronze des sites fortifiés de hauteur, même si on ne peut pas encore parler d'Oppidas. De plus, au 5e siècle avant notre ère, il y avait ce qu'on appelait les résidences princières, des sites particulièrement importants ayant des points communs avec les Oppidas. Nous reviendrons sur ce sujet probablement dans une future vidéo. Mais il est possible de constater que le cœur de ce phénomène des résidences princières est le même endroit où va se développer le cœur de la civilisation des Oppidas. Au IIe siècle avant notre ère, ce type de site va donc se multiplier de l'Angleterre jusqu'à l'Europe centrale.
C'est peut-être grâce à des influences méditerranéennes, mais c'est également une évolution de phénomènes qui existaient déjà dans le monde celtique, celui des résidences princières. Bref, ce n'est pas à voir comme quelque chose qui apparaît complètement de nulle part, mais plutôt comme une continuité. Mais alors, où est-ce qu'on installe un oppidum ? Il y a plein de possibilités et de formes différentes qui existent. Cela peut être sur des hauteurs, ce qui est bien entendu un avantage défensif important, mais ça peut également être dans un terrain moins accidenté. Dans ces cas-là, on ne se contente en général pas de laisser le site situé en plein milieu d'une plaine, même si c'est arrivé. On se sert plutôt d'éléments naturels qui vont servir à aider à la défense. Cela peut être un relief ou bien une rivière par exemple, ce qui permet de n'avoir à défendre qu'un seul côté du site. Vous voyez donc une image où il y a différentes possibilités qui sont proposées. On peut évoquer le méandre barré, qui se sert du méandre d'une rivière pour n'avoir à protéger qu'un côté du site, ou l'éperon barré, qui se sert de la relief d'une montagne pour n'avoir là encore à protéger qu'un côté. Bref, l'objectif c'est souvent de se servir de la topographie d'un endroit comme faisant partie intégrante du système défensif. Puisque nous parlons de la défense, il est temps d'évoquer ce que l'on remarque en premier quand on arrive dans un oppidum, le rempart. Il y a deux grandes catégories de remparts que l'on retrouve. Ce sont ceux de barrage, c'est-à-dire les remparts de petite taille, qui complètent un système défensif surtout naturel, et ceux de contour, qui entourent tout le site. Mais dans les deux cas, ils sont construits avec les mêmes matériaux, à savoir de la pierre, du bois, de la terre et parfois du fer. Il en existe différents types, mais ils sont tous assez similaires. Je vais ici vous décrire le plus célèbre, à savoir celui nommé Murus Gallicus, qui a d'ailleurs été décrit par César. Il consiste, comme la plupart des remparts celtiques, en un grand talus de terre renforcé à l'avant par un parement en pierre. À cela s'ajoute un système de grilles horizontales fait en poutre de bois qui se trouve dans le talus et qui dépasse légèrement dans le parement. Ce petit système renforce grandement l'ensemble. Ces poutres sont maintenues les unes aux autres grâce à de grands clous en fer. Le tout donne un rempart particulièrement efficace et résistant. Vous avez à l'écran divers types d'ouvrages défensifs. Vous constaterez qu'il y a des différences, mais on retrouve partout le talus protégé par un parement en pierre. Ce type de construction demandait une très grande quantité de ressources. Pour s'en rendre compte, on peut prendre par exemple l'oppidum du fossé des Pandours en Alsace. En effet, les archéologues pour ce site ont calculé combien cela donnait en termes de matériaux. Sur cet endroit, le rempart fait en tout une longueur de 600 mètres, le tout pour 6 mètres de hauteur et 12 mètres de largeur. Cette largeur étant sans doute due principalement au talus. Selon les calculs, il aurait fallu plus de 15 000 poutres, soit 1400 stères de bois, mais aussi 18 000 clous en fer, ce qui donne en gros 9 000 kg de métal. Et pour terminer, il aurait au moins fallu 56 000 blocs de pierre pour le parement. Ce sont donc des ouvrages particulièrement massifs et impressionnants. Ils n'ont d'ailleurs pas seulement un rôle défensif, bien que cela soit important, mais il y a également un but ostentatoire en montrant sa richesse. Il y avait peut-être également une notion de symbolique et de sacré, comme une volonté de bien séparer deux mondes, comme on le retrouve par exemple chez les peuples romains avec le Pomerium, qui est la frontière symbolique de la cité. Même si dans le cadre des Gaulois, ce n'est pas encore attesté à 100%. Bref, les oppidas sont contenus dans des enceintes particulièrement impressionnantes. Cependant, qui dit rempart dit bien évidemment porte. Les portes dans une forteresse, c'est un point capital, puisque si elles sont mal conçues, elles peuvent être le point faible de tout l'édifice. Sur la majorité des sites, on retrouve le même type de porte, à savoir les portes à ailes rentrantes. Vous en avez ici une reconstitution sous les yeux, qui est celle de l'oppidum de Manching en Bavière. On peut donc voir que cela se caractérise par une rentrée vers l'intérieur du site pour la porte. Ce type de plan est particulièrement ingénieux d'un point de vue stratégique, car en cas d'attaque, l'ennemi et les troupes seront obligés de passer par cette sorte de couloir. Or, s'il le fait, il devient donc possible de les attaquer de 3 côtés à la fois, en plus de réduire la possibilité de leur affluence. Vous comprendrez donc bien pourquoi c'est ce type d'architecture qui a été privilégié par le monde celtique. Comme vous le voyez, une bonne partie de la structure était en bois. Si on a une vague idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, c'est notamment grâce aux trous de poteaux que laissait ce type de vestige. Vous en avez ici un plan sous les yeux. L'interprétation a été ici que la porte devait être surmontée d'une sorte de tour en bois. Il est possible que des tours similaires aient existé sur le tracé des remparts, mais il est malheureusement très rare que cela soit détectable, puisque le talus sur lequel reposaient ces tours n'est en général pas bien conservé ou ne permet pas de détecter ces éléments. Voilà donc à quoi ressemblait le système défensif des oppidas. Cependant, s'ils sont parfois qualifiés de véritables villes celtes, ce n'est pas à cause de leur système défensif,
mais de leur organisation interne sur laquelle nous allons nous pencher à présent. Il faut savoir qu'en raison de la parfois très grande taille de ces sites, ils sont rarement fouillés entièrement. En effet, si certains n'occupent que 15 hectares de superficie, d'autres en ont une dépassant parfois les 300. Cependant, comme un bon nombre ont été découverts, et que ce type de site est bien connu, les archéologues ont tout de même une très bonne connaissance de leur organisation interne. Dans la plupart des cas, on retrouve un axe de communication, une voie, qui relie les deux portes principales de l'oppidum. C'est autour de cette voie que s'installent les différentes habitations et bâtiments. Dans les oppidas de plaine, on trouve généralement une véritable trame urbaine. C'est le cas à Manching, que nous avons rapidement évoqué, en Allemagne, où une organisation est particulièrement visible, avec de véritables îlots de bâtiments. Dans les sites de hauteur, la topographie empêche souvent d'avoir une trame aussi précise et organisée. Néanmoins, on retrouve tout de même plusieurs quartiers qui sont organisés en fonction de leur spécialisation. Parce que, en effet, sur un oppidum, il n'y a pas seulement des habitations. Dans certains cas, comme sur celui du Titelberg, au Luxembourg, il y a des enclos fossoyés et palissadés réguliers, avec systématiquement un ou deux bâtiments à l'intérieur. Cela semble correspondre à une sorte d'organisation presque cadastrale. Ces structures sont souvent liées à une fonction agricole ou artisanale. Ce qu'on peut en déduire, c'est que les bâtiments ne sont absolument pas placés au hasard. Il y a parfois carrément des parcelles, et sinon une organisation qui est instaurée dès l'installation sur le site. Un oppidum, c'est également un important centre économique. En effet, durant l'Athènes, on observe que des ateliers d'artisans se forment et prennent de l'importance dans les villages. C'est dans les oppidas que ce phénomène va encore se développer avec de véritables quartiers regroupant des artisans. Prenons un exemple sur l'oppidum du mont Beuvray, aussi appelé Bibracte, avec le quartier dit de la Côme-Chaudron. Comme la plupart des zones artisanales, elle est située tout proche d'une porte, sans doute pour faciliter l'approvisionnement en matières premières. On y a trouvé de très nombreux objets liés à des activités artisanales, telles que le travail du bronze et du fer. La concentration semble bien montrer que le quartier entier était réellement spécialisé dans l'artisanat. Ce type de quartier n'est pas le seul indice de l'importance économique qu'on a de ces sites. Il y a également le mobilier d'importation. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le monde celtique, même avant la conquête romaine, n'était pas isolé. Des marchands du monde méditerranéen commercent avec les Celtes depuis longtemps. En effet, ces derniers apprécient beaucoup le vin produit plus au sud, tandis que les marchands, eux, profitaient d'autres éléments, comme les esclaves ou d'autres matières premières fournies par les Gaulois. Dans les oppidas, on retrouve en grand nombre ce type de mobilier d'importation. Par exemple, c'est souvent plus de 1000 amphores méditerranéennes qui sont retrouvées sur ce type de site. Mais également des objets de prestige, comme la vaisselle en bronze. Ce type d'objet n'était bien entendu pas réservé aux oppidas. Cependant, ces derniers étaient des sortes de relais pour les marchandises et qui les écoulaient ensuite un petit peu dans les régions. C'est d'ailleurs pour cela que César se ravitaillait sur ce type de site durant la conquête. Il était sûr de toujours y trouver les ressources nécessaires. Sur les oppidas, on retrouve également des traces d'un pouvoir politique en plus d'économique. Il n'est pas étonnant, au vu de tout ce que nous avons déjà évoqué, que les élites se soient régulièrement installées sur ce type de site. Là encore, on peut prendre pour exemple le cas du mont Beuvray. Le quartier dit du Parc aux Chevaux semble avoir été occupé par des dirigeants de l'oppidum, ou en tout cas probablement par des élites. On y retrouve par exemple une maison particulièrement riche qui semble avoir été construite après un incendie au 1er siècle avant notre ère. Cette dernière est construite sur le modèle des domus romaines. Elle occupe une surface de 3500 m², ce qui signifie qu'elle est de taille assez impressionnante. C'est 4 fois plus que la taille moyenne des domus de Pompéi par exemple. On constate en effet que cette demeure ressemble beaucoup à une domus, avec la présence d'un probable atrium, placé en croix, ainsi qu'une cour centrale autour de laquelle s'organise la maison. Ce type de plan montre très clairement une grande richesse. Il y a d'ailleurs plusieurs belles mosaïques qui ont été retrouvées. On peut aussi noter la présence d'un système de chauffage par hypocauste, c'est-à-dire un chauffage par le sol qui fonctionne grâce à un foyer et l'air chaud circulant entre deux niveaux de sol. Il faut bien comprendre que je décris ici le stade final de cette construction, mais on retrouve les traces d'une habitation à cet endroit dès la fondation du site au IIe siècle avant notre ère. Cette habitation a donc évolué au fil du temps jusqu'à s'approcher du style romain. Nous avons donc ici le témoignage d'une grande richesse, sans doute propre à une élite, voire aux dirigeants du lieu. Ce type de demeure aristocratique se retrouve d'ailleurs sur d'autres sites du même genre, attestant l'importance politique des oppidas en Gaule.
De plus, comme César lui-même l'a constaté, les oppida sont également des centres où ont lieu de très grands rassemblements d'importance politique, que cela soit des préparatifs pour une guerre ou un conflit, ou d'autres événements importants du même style. Je vais à présent évoquer le rôle religieux des oppida, mais je vais aller assez vite, car j'ai déjà réalisé une série de vidéos sur les religions gauloises. Vous trouverez les liens en fiche et en description si vous n'avez pas encore vu cette série. Sur les oppida, on retrouve des zones dédiées en effet aux activités religieuses. C'est par exemple le cas sur celui de Manching. 4 sanctuaires ont été identifiés au niveau du croisement des voies principales. Vous pouvez le voir sur le plan les lieux que ça concerne. Notamment un temple dont on a pu identifier plusieurs phases d'occupation. On constate toujours un bâtiment entouré d'un fossé servant de téménos, c'est-à-dire de limite entre le monde sacré et le monde profane. D'autres sanctuaires sont présents sur le site, et ils prennent en général la forme d'enclos quadrangulaires liés à des dépôts d'objets ou d'armes ritualisés. On peut aussi noter que c'est à Manching qu'on a découvert un objet rituel très particulier qui est un petit arbre plaqué or dont on reparlera sans doute un jour plus en détail. Bref, un oppidum a souvent un ou plusieurs endroits qui sont dédiés aux activités cultuelles et religieuses. Malgré tout ce que nous avons vu, les oppidas ne sont pas autonomes. Bien qu'elles soient souvent le point stratégique d'une région, voire ce qu'on pourrait parfois appeler une capitale, ils ne sont pas isolés de cette dernière, bien au contraire. Autour de ces sites, il y a des fortifications de hauteur plus modestes, ainsi que des villages. Lorsque les oppidas commencent à apparaître, c'est parfois à la place de certains villages, tandis que d'autres sont abandonnés au profit de ces nouveaux sites. Cependant, de très nombreux villages restent en place, et restent des centres agricoles et artisanaux importants. Si un oppidum est un centre de transformation des matières premières et de diffusion de nombreux objets, c'est bien les villages qui produisent souvent ces matières premières, car quoi qu'il en soit, et malgré l'apparition de tous ces sites, le monde celtique reste malgré tout très rural. En d'autres termes, l'oppidum est quelque chose à prendre en compte dans son environnement, et pas comme quelque chose d'isolé. Pourtant, malgré leur puissance, et aussi florissants soient-ils, les oppidas vont petit à petit disparaître. Les premiers symptômes vont apparaître en Allemagne vers la moitié du 1er siècle avant notre ère. Le site de Manching, par exemple, que nous avons évoqué plus tôt, était l'un des plus riches, avec une superficie de 380 hectares. Pourtant, dès 80 avant Jésus-Christ, on observe une disparition petit à petit du mobilier importé, et une réduction de l'occupation qui semble montrer un début de déclin. Finalement, il s'effondre vers 50 avant notre ère, en même temps que les autres sites de cette région. Les raisons de cet effondrement sont sans doute multiples. Il est probable que les oppidas, par leur taille, étaient particulièrement dépendants des voies commerciales pour s'approvisionner. Or, quant à cette période, des peuples germaniques commencent à arriver dans la région et déstabilisent les routes commerciales et le monde rural, les oppidas n'y survivront pas. Un affaiblissement similaire arrivera notamment aux oppidas qui se trouvent en Bohême. Pourtant, tous les oppidas ne disparaissent pas pour autant. Par exemple, en Gaule, la plupart subsistent. Ils deviennent des centres qui vont petit à petit se romaniser sous le règne d'Auguste notamment. Certains vont même vivre leur âge d'or sous la domination romaine. Certains oppidas deviennent alors des villes gallo-romaines, comme ça par exemple était le cas pour Besançon. Mais il arrive également que l'oppidum finisse par être abandonné au profit d'une nouvelle ville située en plaine, ce qui est plus pratique. Comme ce fut par exemple le cas de celui du mont Beuvray, qui a été délaissé au profit de la ville d'Autun. C'est ainsi que petit à petit, les oppidas vont disparaître. Les oppidas ont donc été des lieux impressionnants à la fonction aussi bien militaire qu'économique, politique et religieuse. Il n'est pas étonnant que ces sites ont souvent été des lieux centraux de leur région et de résistance durant les périodes conflictuelles. Leur richesse, visible par le mobilier d'importation ainsi que par leur grand nombre, montre que c'est un type d'agglomération qui a eu beaucoup de succès. La question est de savoir si l'on peut par contre parler de véritables villes. La réponse est que cela dépend, car les chercheurs ne sont pas tous d'accord, et le mot ville a de très nombreuses définitions. Néanmoins, on a pu le voir, il y a une organisation interne précise, avec parfois des parcelles ou au moins des quartiers réservés à certaines fonctions. Il y a des édifices publics, d'autres privés, des sanctuaires et des centres artisanaux. Si certains se refusent à parler de véritables villes, on peut au moins parler de proto-urbanisme. En tout cas, cela montre que le monde celtique n'a pas uniquement été composé de petits villages durant toute son histoire, et qu'ils ne se sont pas contentés de copier les villes méditerranéennes. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Ce mois-ci, ça fait 3 ans que la chaîne existe. Je profite donc de ce moment pour vous remercier, vous tous qui regardez les vidéos depuis le début ou qui avez pris l'aventure en route. Nous sommes maintenant plus de 800 et je trouve ça assez incroyable.
Je remercie aussi toutes les personnes qui du coup m'ont fait de la pub au fil de ces 3 ans, que ça soit la chaîne Passé Recomposé, que ça soit Boneless Archéologie, Alexis Seydoux, Irna, Zoom Histoire, bref, j'en oublie certainement, mais merci à vous d'avoir partagé la chaîne, merci d'avoir permis de grandir un petit peu, j'espère qu'on va continuer encore longtemps, bon, en tout cas j'aime beaucoup faire ces vidéos, et j'espère qu'elles vous plaisent. En tout cas, comme d'habitude, vous trouverez toutes les sources qui ont servi à faire cette vidéo en description, je vous invite à les consulter, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si vous voulez que je fasse quelque chose de particulier pour les 3 ans si vous avez des idées, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui voudraient suivre mon travail, je vous invite bien entendu à le faire. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à creuser la question. Juste à une bosse et une tombe à simplement une fosse. Il n'est pas facile de pouvoir distinguer, croyez-moi c'est tout un métier. Indiana Jones, ce n'est pas un archéologue, patient, prudent.